Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Avant de commencer, on est 10 000, mais on peut être bien plus, alors tu sais ce que t'as à faire. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important, la petite cloche, sinon t'es pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu viens me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dans le Carré en live. Parce qu'on est au Florida Poker Tour, on est dans un des petits salons cosy, c'est une des nouveautés de l'hôtel. Quand vous viendrez, vous le verrez. On va parler de Las Vegas, on va parler des WSOP. Et pour ça, on a besoin d'invités de qualité. J'ai deux invités de grande qualité. Vous le connaissez, c'est le coach du Florida Poker Tour. C'est aussi le coach de la moitié du poker français. Plusieurs... t'as dépassé la dizaine d'ITM, toi, au WSOP en carrière, mon Fab, c'est ça? Salut Loïc, salut à tous. Ouais, je dois avoir 12-13 items. Ouais. Pas mal, Ouais. pas mal. Et avec nous, c'est le meilleur. C'est pas compliqué déjà, c'est Team Pro PMU. Et ça, c'est dans le cœur. Et ensuite, c'est 4 bracelets WSOP. Peut-on faire mieux? Je ne crois pas. C'est monsieur Julien Martini. Salut mon Juju. Hey, salut Loïc, heureux d'être là, comme d'habitude. Écoutez, mes amis, merci de l'invitation. Aujourd'hui, on parle Vegas, on parle WSOP. Pourquoi on en parle avec vous? Juju, ça fait quelques mois maintenant que tu vis à Las Vegas, c'est ça? Ça fait un an, ouais. Ça fait un an, ça fait plusieurs années que tu y vas, évidemment. Ça fait une bonne dizaine d'années. Voilà, et 4 bracelets, du coup, je pense que tu peux en parler de comment on peut gagner. 4 bracelets, ouais. Mon Fab, pareil, toi, ça fait une dizaine d'années que tu vas à Vegas. Plus toi, tu vas aussi en tant que coach des fois, parce que voilà, tu joues en cash game aussi Tout à là-bas. fait. Bon, plus les items. Bref, on a de quoi parler ensemble, les amis. Je vais vous poser une première question simple. Pour vous, les WSOP Las Vegas, en tant que joueur, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez là-bas, ça vous évoque encore quoi? Ça vous fait penser à quoi encore? Moi personnellement, c'est à chaque fois que j'y vais, j'en ai des frissons, quoi. J'ai toujours hâte et j'y pense des semaines avant. Et c'est la seule destination au monde où finalement je ressens ça. Et c'est vraiment l'excitation. Enfin, ça génère énormément de choses chez moi et d'autant plus à l'approche des WSOP. Mais Las Vegas, c'est la ville sainte du poker et ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Fab? Ouais, complètement. Hein. De toute manière, je pense qu'en tant que joueur de poker, on parle de la ville sainte, la Mecque du poker, peu importe comment on l'appelle. De toute évidence, il y a très peu de villes où on peut retrouver ça. Autant Julien que moi, nous sommes tous les deux allés à Macao. Julien a même vécu à Macao, on en parlait hier. Et c'est même pas comparable. Tu vois, on compare souvent Vegas, Macao, ou même en Europe, Rosvadov, on entend souvent parler le Vegas européen. Alors, évidemment, il y a énormément de choses très intéressantes là-bas, mais toute proportion gardée, Vegas, c'est juste unique. Ouais. Tu disais, ouais, tu voulais rajouter un petit truc par rapport à Macao. J'ai vu que ça t'a... Non, Macao, oui, j'ai passé du temps et clairement, Macao, c'est l'enfer, alors que Vegas, c'est le paradis, entre guillemets. Et pourquoi justement cette différence? Alors, je dirais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais l'idée, c'est que on peut faire autre chose que de gamble à Vegas. On peut sortir, on peut aller au restaurant, on peut manger, enfin, donc du coup, aller au restaurant. Ouais. On peut voir des shows, faire des activités, se balader, faire des randonnées. On peut juste faire un golf ou juste apprécier le soleil. À Macao, il pleut tout le temps, la pluie est polluée, on peut pas jouer au foot parce qu'on peut pas respirer, on peut rien faire en fait. Ouais, Donc, là effectivement c'est l'enfer, ça ressemble à l'enfer. et même du coup ça provoque des choses qui sont rigolotes, c'est que on peut pas amener nos compagnons, enfin nos petites copines ou petits copains, parce qu'en fait il y a juste rien à faire. Alors qu'à Vegas, aucun souci là-dessus, on sait que la personne, notre conjoint, va vraiment passer un bon temps, même si c'est pas un ferrand de gambling. Vous avez tous les deux eu des réussites à Vegas. Je pense que le rêve de chaque amateur qui sera peut-être un jour semi-pro, c'est de faire des performances là-bas. D'abord à l'ITM, avoir le petit logo WSOP à côté de son Ended Mob. Vos réussites à Vegas, vous les expliquez comment? Au-delà évidemment de vos compétences en tant que joueur. Je veux dire, vous vous préparez différemment, c'est l'expérience accumulée. Comment vous expliquez avoir réussi, vous, là-bas? Alors, mes réussites, forcément, sont toutes relatives par rapport à celles de Julien. Hein. Je pense que... Faut la faire, la dizaine d'ITM, monsieur, quand même. Oui, bien Plus sûr. le cash game. Bien sûr, Je connais les montants, quand même. C'est Bien- pas dégueu. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que Vegas, alors j'ai mes propres réussites entre guillemets, j'ai aussi celles de certains de mes élèves, donc ça fait super plaisir quand un joueur qui perf là-bas, c'est tout aussi beau, voire même encore plus gratifiant que quand c'est toi-même, puisque c'est une victoire partagée quelque part. Et je vais essayer de revenir à ta question. Du coup, ta question était... Je disais, les réussites que vous avez eu là-bas, vous les expliquez comment? Ah, comment tu expliques? Parce qu'il Mais- faut quand même préciser que tu as des joueurs, ils vont là-bas, puis ils vont faire 50 000 € en tout droit, quoi. Des Oui, grosses pertes, des alors, choses comme ça. alors
je vais parler pour mon cas qui est un petit peu différent de celui de Julien, entre guillemets. Je joue quand même des montants moindres que Julien à l'heure actuelle sur les World Series. Et donc la gestion de bankroll, de toute évidence, c'est super important. Premièrement. Deuxièmement, je parlerai peut-être de l'hygiène de vie. Vegas, quand on y est quand même pour pas mal de temps. Et c'est vrai que c'est un rythme effréné. C'est impressionnant, mais c'est vraiment un très gros rythme où on va être amené à jouer énormément. Et c'est vrai que moi, entre le cash game et les tournois, et Julien d'autant plus, on fait des heures, beaucoup d'heures à table. Et donc, j'essaie personnellement d'avoir un cadre très, très strict à ce niveau-là, au niveau tant de l'alimentation que le sport, que le sommeil, tout ça. Et puis, pour mon cas, je dirais que l'anglais, j'ai la chance de parler anglais depuis très longtemps, parce que j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, m'a beaucoup aidé au niveau de l'intégration. Et je pense que se sentir intégré quand on est à Vegas, c'est très important. Si tu pars là-bas, que tu parles pas anglais, ça peut être difficile. J'ai des joueurs pour lesquels l'expérience a peut-être été plus délicate à ce niveau-là. Ok, Julien? Je te rejoins complètement sur le point numéro 1. Tu disais respect de bankroll et je vais donner un mot, c'est discipline. Voilà, c'est discipline. Ouais, c'est le mot qui fait que on peut se brûler les ailes ou pas à Vegas. Et ça peut être évidemment par les sorties, les boîtes de nuit, ce genre de choses, mais ça peut être aussi dû à l'offre de poker qui est incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des tournois à 1500, 2000, 3000, 5000 dollars où le premier va gagner 500 000 euros, enfin 500 000 dollars. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, on parcourt, en Europe, on prend l'avion pour aller à ce genre de tournoi qui propose la moitié de ce genre de prize pool et généralement, ça peut être un EPT ou autre chose. Mais là, c'est absolument tous les jours. Et donc, si dès le départ, on ne se fixe pas de limites, et si on se laisse un peu trop aller dans la vague, voilà, je vais essayer de perf, il faut absolument que je revienne gagnant, etc. Vous pouvez vraiment perdre une grosse partie de votre bankroll. Et tous les ans, on voit des Français perdre une majeure partie de leur bankroll parce qu'ils n'arrivent pas à juste à un moment donné dire non. Et ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y a un tournoi qui paraît incroyable, il y en aura toujours un le lendemain. Donc voilà, donc évidemment c'est une image, même si vous allez rater le main event cette année, c'est pas pour autant que le main event va disparaître l'an prochain. Vous pourrez jouer l'an prochain si la bankroll le permet par exemple. Très bonne remarque. Toi mon Julien, à titre personnel, tu as choisi carrément de vivre à Vegas, pourquoi ce choix? Alors moi c'est évidemment pour des raisons professionnelles. Avoir la chance de prendre sa voiture, conduire 15 minutes et jouer des parties de cash game en high stakes ou en nosebleed, c'est une chance incroyable. Donc pour moi et dans ma carrière à l'endroit où je suis maintenant, il n'y a aucune autre ville sur Terre qui me permet de pouvoir continuer à jouer contre les meilleurs. Et voilà, on se réunit tous là, on joue tous les jours, 6 jours sur 7, les uns contre les autres. Et j'ai de la chance que Vegas, ça soit une superbe ville parce que j'ai vécu sur 3 continents, j'ai vécu dans peut-être une dizaine de villes. Et Las Vegas, c'est vraiment là où je me sens le mieux, où j'ai l'impression qu'on peut vraiment s'épanouir, même en dehors des tables. Et c'est un super sentiment, quoi. Je suis toujours content d'y être et d'y aller. Et d'ailleurs, c'est Grégory Chauchon, qu'on embrasse, mon patron du WSOP, qui me disait en vivant à Vegas, bon évidemment ça étonne les gens, parce que les gens ils se disent non mais tu peux pas vivre à Las Vegas, mais qui me disait qu'à quel point c'était agréable parce que le nombre de services, quoi, tout simplement, de propositions qu'il y a, quoi, dans cette ville, quoi, au-delà même du jeu, quoi. Voilà, c'est qu'en fait on peut tout faire et puis même en dehors de ça c'est une ville de service en permanence donc on peut aller parfois dans des destinations où par exemple on va payer trop cher et on va se sentir un petit peu arnaqué, on va mal se sentir. À Vegas il y a énormément de compétition entre tous les différents acteurs, que ce soit les casinos, les restaurants ou les différentes sorties, que ça va pas être gratuit mais par contre on va toujours en avoir pour son argent, peu importe ce qu'on fait. Et ça, c'est agréable. Bon, alors évidemment, il faut un budget pour tout. Mais voilà, ce sentiment-là d'être dans une ville où on peut tout faire et vraiment kiffer, c'est vraiment quelque chose de positif. Bon, Fab, tu parlais du travail un peu en équipe, puisqu'évidemment, tu as plusieurs élèves là-bas. La vie en groupe à Vegas, quand tu es avec eux, elle se passe comment? C'est quoi? C'est des villas? C'est du travail sportif quotidien? Quand on est à Vegas avec toutes les propositions qu'il y a, comment tu arrives un peu à les tenir, quoi, pour pas que ça parte complètement en fête, quoi? Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'ai un élève qui part habiter à Vegas dans quelques jours, donc en tant que résident.
Alors, pour répondre à ta question, la plupart de l'année, j'y suis pas à Vegas forcément. Donc, entre guillemets, le travail se fait à distance. J'en ai même qui partent hors World Series et ainsi de suite. Donc, c'est tout un travail qui se fait à distance. Après, quand je suis sur place, moi, je suis au cœur de la ville. J'aime bien vraiment être au centre. Ça veut dire quoi, hôtel? Non, je loue un condo de manière générale. Ouais. Dans une résidence de luxe où vraiment tu as tout disponible avec piscine, terrain de squash, terrain de golf. Terrain de tennis, terrain de basket. Et pourquoi Je pas me suis emballé. Salle de sport, disponible 24 heures sur 24. Et ça, pour moi, c'est très important parce que quand tu rentres le soir relativement tard d'un tournoi et ainsi de suite, pour moi, c'est ma perception, mais aller faire quelques brasses, c'est extraordinaire. Ou faire quelques shoots sur le terrain de basket et ainsi de suite, c'est super. Et du coup, j'essaye aussi d'être proche de mes joueurs, tu vois. Donc voilà, après, certains sont éparpillés dans des villas et ainsi de suite, mais ça donne une sorte de point de rencontre et on peut se rencontrer, débriefer et ainsi de suite. Certains viennent faire du sport avec moi et donc voilà quoi. Oui. Vas-y, non, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce que disait Julien par rapport à l'offre à Vegas. Tu connais peut-être ma passion pour l'art et la magie notamment. Bien sûr. Et c'est vrai que Vegas, c'est aussi une des capitales de la magie. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de magiciens très brillants là-bas. Et donc il y a des shows vraiment extraordinaires. Je recommande d'ailleurs Xavier Mortimer, qui est un magicien français extraordinaire pour ceux qui veulent aller le voir. Et on a tous les shows du Cirque du Soleil notamment qui sont, c'est juste magique quoi. Si vous allez à Vegas, jouez poker, faites au moins un spectacle du Cirque du Soleil, c'est extraordinaire. Alors c'est prévu. Et pourquoi c'est prévu? Parce que oui, messieurs dames, vous le savez, cette année je prends enfin l'avion. Et je vais un mois à Vegas, grâce à Alex, mon doc, que j'embrasse, qui va me droguer pour que j'y aille. Tu comprends, il a mis 4000 euros de billets d'avion, il compte bien ce que je monte dedans, quoi, à un moment donné. Et bien sûr, il y a plein de gens qui vont nous regarder pour qui ça va être le premier Vegas. Chaque année, on l'entend, premier ou deuxième Vegas, quoi. On est encore comme ça dans l'excitation d'y aller. C'est quoi les erreurs à éviter de votre expérience à vous d'abord, quoi, ce qu'il faut éviter de faire? Alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de croire les gens dans la rue. Ah ouais. Non mais blague à part, bon, évidemment il y a beaucoup de scams etc, mais blague à part, en fait il faut planifier, c'est à dire qu'il faut se dire bon voilà, je joue ce tournoi là, mais si jamais je fais pas day 2 le lendemain, je vais au Grand Canyon ou je vais ailleurs, et l'idée derrière ça, c'est d'avoir un petit peu un chemin sur lequel qu'on peut suivre, et surtout des points de repère qui vont ne pas nous faire perdre le nord. L'autre astuce, c'est évidemment se mettre des limites au gambling. Ne pas se dire je vais aller à Vegas, je vais kiffer, mais par contre je ne vais pas gagner d'argent, je vais repartir perdant, et être en complet accord avec ça et ne pas tout faire pour se rembourser, ou je sais pas comment t'appelles ça, mais du moins récupérer les pertes qu'on a eues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que là-bas tout est fait pour vous pousser à perdre votre argent, et donc se fixer des limites et puis aussi se rappeler qui l'on est, etc. Surtout lorsqu'on reste plus d'une semaine, c'est quelque chose d'important. Et enfin, et pour moi c'est aussi une des choses les plus importantes, c'est que visiter le strip, c'est génial. Passer 1 ou 2 nuits dans un des hôtels du strip, c'est quelque chose à faire. Si vous restez plus d'une semaine, allez en dehors du strip, louez une maison ou quelque chose sur Airbnb, parce qu'en fait vous allez perdre la tête, quoi. Quand tu dis on va perdre la tête, ça m'intéresse parce que moi je suis 30 jours dans le strip, donc, et 30 jours dans le strip, et donc Qui est où d'ailleurs? À quel niveau? Je suis au Paris. Ok. Je suis au Paris. Sur place. Sur place. Du coup, pour ne pas perdre la tête, c'est-à-dire, explique-moi concrètement, c'est-à-dire. Alors, quand en tu fait, dis perdre la tête, ça veut dire quoi? C'est qu'à force de quand je dis perdre la tête, c'est tout simplement de perdre plus d'argent qu'on peut se le permettre. C'est-à-dire à un moment donné, avoir le sentiment d'avoir perdu le contrôle, et évidemment s'en rendre compte après coup, c'est de jamais se retrouver dans ce cas de figure-là, parce que c'est là où les casinotiers, jouer, gambler, c'est là où c'est très dangereux, ou même aller en boîte de nuit. On voit que n'importe quelle table, n'importe quel truc coûte des milliers de dollars, donc ça nous paraît presque à un moment donné normal, alors qu'en fait ça l'est pas du tout. Et voilà, c'est juste garder les pieds sur terre, surtout si c'est votre première fois à Vegas, c'est s'émerveiller, mais rester conscient de ce qui est en train de se passer. Monsieur le coach, alors, c'est mon premier Vegas, que dois-je ne pas faire?
Alors, Julien a très bien répondu. Je suis totalement d'accord avec lui. Vous avez déjà vu le film, comment ça s'appelle, Very Bad Trip, non? C'est ça Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est quand on a connu Vegas, quelque part, ce film est d'autant plus agréable à regarder. Non, Vegas, c'est extrêmement dangereux. Une des raisons pour lesquelles moi je suis en condo, alors évidemment, l'option villa est une très bonne option, c'est que tu n'es pas en permanence en train de passer dans les hôtels où tu dois traverser toutes les machines à sous. C'est presque impossible en fait dans un hôtel, mis à part un hôtel peut-être comme le Vedara ou quelques exceptions, mais d'aller de la partie, enfin même de rentrer dans l'hôtel, aller jusqu'à ta chambre sans traverser les machines à sous, les machines de jeu et ainsi de suite. Et même quelqu'un qui n'est pas gambler dans l'âme ou quoi que ce soit, il va toujours mettre un petit jeton, un petit ci, un petit ça, puis un petit jeton peut faire 2, 3 et ainsi de suite. Et comme l'a dit Julien, c'est très très important de connaître ton budget que tu as pour l'ensemble de Vegas, mais aussi ton budget journalier quelque part. Et en très peu de jours, tu peux le dépasser. Par quelqu'un qui aime les machines à sous, t'en connais certains. Moi, je vois pas je vois pas à qui tu penses personnellement. Non, mais attends, juste par rapport là-dessus, c'est pas en très peu de jours, c'est à Vegas en une journée. Oui, en une journée, la personne peut tout perdre. Ouais. Complètement. Alors, complètement. Le pire, c'est que j'ai un exemple d'un joueur qu'on ne citera pas ici, qui est arrivé avec $30,000 pour faire son Vegas et qui, au bout du premier jour, avait $30,000. $30,000, il a fusillé un câble. C'est ouf. C'est ça, c'est vraiment Vegas. Et c'est extrêmement dangereux. Et c'est important d'être bien encadré, je pense aussi à ce niveau-là. L'encadrement, c'est très important. Et si tu as quelqu'un d'expérience qui peut t'aider par rapport à ça, c'est très très important. Parce que livrer tout seul, en fait, c'est la ville du jeu. C'est la ville du jeu. C'est un parc d'attractions pour adultes. Et tout est prétexte à dépenses, tu vois. Ouais. D'un autre côté, j'y suis 30 jours. Alors, qu'est-ce que je dois faire à Vegas? Tu as commencé à donner un indice, tu as dit les gars, allez absolument voir un spectacle du Cirque du Soleil. Complètement, vraiment. Donc j'en ai prévu 2. J'ai vu Lesquels t'as prévu? et Michael Jackson. Ouais, pareil, ils sont très très bien. Voilà. Ils sont super. Et tu n'as pas que le Cirque du Soleil, tu as aussi de la concurrence. Win, comment il s'appelle le spectacle, c'est le. Alors il vient de changer le nom, je crois que c'est Whisper, mais pour le coup, il est pas incroyable, c'est mon avis. Ah ok, d'accord. Mais la nouvelle version. Le petit moment des conseils. Il y a notamment celui du César qui est extrêmement bien, mais voilà, il n'y a pas que le Cirque du Soleil, mais de toute façon, tous les shows sont extrêmement bien là-bas. Donc là-dessus, donc les shows en numéro 1, ça c'est complètement. Les shows en numéro 1. Après, tu as les visites évidemment, le Grand Canyon et ainsi de suite. À Vegas, tu as un petit canyon qui s'appelle Red Rock Canyon. Et franchement, ça vaut le coup d'œil, c'est sympa. C'est juste à côté de Vegas, tu vois, t'as pas besoin de partir une journée complète, tu peux partir quelques heures simplement pour décompresser. Et moi, je recommande. Après, tu as Lake Mead aussi que tu peux aller visiter. Enfin, l'idée, c'est de prendre des jours off où vraiment tu coupes poker et tu vas faire autre chose. C'est une question presque personnelle, mais est-ce que parce qu'on est d'accord que les hôtels, là, tout ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a des piscines immenses, des trucs. On peut passer juste sa journée au bord de la piscine et bronzer à Vegas, ou il y a un moment donné, ça rentre pas dans le metagame? Alors, on lui dit ou pas du coup? Dis-lui. Non, parce qu'en fait, en juin, c'est toi-même que tu vas partir de la piscine, parce qu'il fait chaud. Il fait trop chaud. Très chaud. C'est trop chaud. Trop chaud. C'est vrai que j'ai. Il faut le vivre pour le comprendre. Vegas, t'es dehors, il fait 45 à 50 degrés à l'ombre, à peu près. En plein été, tu rentres dans le casino, il fait 18. 17, 18. Donc déjà, il faut prévoir qu'on va faire une angine. Ouais. Ah, petite remarque, tiens, tu veux un conseil? Le nombre de sweatshirts, de hoodies que j'ai de Vegas, tu n'imagines même pas. Parce que quasiment chaque année, il y a un moment où je me fais avoir. Je pars le matin, hop, j'ai pas mon hoodie, je suis en t-shirt, il fait trop chaud. J'arrive au casino, ça caille, et du coup, t'achètes sur place. J'ai une collection qui est incroyable. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est un conseil qui paraît bête, mais oui, ça peut. Non, mais tu sais que moi, on m'a vraiment conseillé de prendre des médicaments contre l'angine. On m'a dit que tu vas forcément choper une angine. Peut-être. Oh, c'est 100%. Ouais. Ok, d'accord. Normalement, ces premières semaines, t'as une angine. Okay. On appelle ça la maladie du joueur de poker. Ouais. J'ai de la chance à ce niveau-là, ça m'a jamais touché. Il faudrait qu'il m'explique pourquoi ils le mettent à 18 degrés, quoi, et pas à 25. C'est pour des raisons d'hygiène, en fait, tout simplement. C'est parce que les mecs, ils restent 2 jours à jouer sans se laver, ils puent, quoi. Si tu mets la clim à 25. Non, mais tu déconnes, c'est ça? Bah évidemment, c'est pour contrer toutes les maladies, les odeurs, c'est évidemment. Tu pensais que c'était quoi? Il y a une rumeur qui disait que c'était pour faire plus de ventes de hoodies ou peu importe. Non, je me suis dit, chez les Américains, ils font tout à l'extrême, tu vois. C'est ou très chaud ou très froid, il n'y a pas au milieu, tu vois. Non. Je viens d'apprendre quelque chose également, merci Julien. Ah ouais, c'est incroyable, je pensais tous les jours. Il faudra poser la question à Grégory Chauchon, mais voilà, je crois que c'est l'explication. Ok, d'accord. Dans les conseils? Oui, autre conseil. Alors les restos, je vais laisser Julien parler. J'en ai fait des sympas aussi, mais je pense qu'il connaîtra encore mieux. Petit conseil, attention à Vegas. Il y a beaucoup une gente féminine très présente qui pourrait te plaire.
ou plaire à d'autres. Alors là, je crois que c'est ma femme qui regarde et je viens de me séparer, je crois, à cause de Fabio Ferro, là. Vas-y. Mais en tout, voilà. Et bon, attention à ça, je mets toujours en garde. Ça aussi, ça peut être un des gros dangers de Vegas. Voilà. J'ai de la chance, je suis jamais tombé dans ce type de piège. Oui, déjà évidemment. parce j'ai compris qu'il y a un ou deux lieux avec une concentration. Oui, de toute évidence. Mais même, tu as dans les casinos et ainsi de suite, voilà, faites attention à ça. Après, faites ce que vous voulez de votre vie. Mais Loïc, tu n'es pas si beau. Ouais, souviens-toi de ça. Ce n'est pas. Tu n'as pas ce charme incandescent. Un dernier conseil peut-être? Oui, il faut faire le downtown, quoi, le vieux Vegas. Complètement. Moi, je trouve que c'est un des endroits. Ça vaut le coup les casinos encore là-bas? C'est fun. Il faut le faire une fois. Tu vas au Golden Nuggets. Il y a notamment un nouveau casino qui vient d'ouvrir qui s'appelle le Circa, qui est tout nouveau. Il a ouvert l'an dernier. Et en fait, il y a une piscine dans le vieux qui est hyper récent. En fait, ils ont tout rénové, ils ont tout aseptisé. C'est beaucoup plus safe. C'est très agréable d'être là-bas. Et en fait, il y a une piscine sur le toit qui est avec des écrans géants. C'est vraiment incroyable. Il y a que ça qu'à Vegas, quoi. Mais je crois que j'ai vu ça sur une de tes stories. Et c'est en fait. T'as la piscine et on est d'accord que t'as un mur gigantesque. C'est ça, que des écrans. Que des écrans, c'est en train de regarder la NFL ou je sais pas quoi. Et le dimanche, le jour de NFL, en fait, tu as 1000 Américains qui sont là en train de regarder un mur d'écran où il y a tous les matchs qui passent en direct et c'est incroyable. C'est à voir et à faire. Et c'est dans tes stories que j'ai vu. Petite remarque d'ailleurs par rapport à ce que tu dis. À Vegas, perso, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais peut-être que vous avez vu ça ailleurs. La plupart des casinos ont des salles de paris sportifs. Toi qui aimes les paris sportifs, me semble-t-il, ou en tout cas ceux qui nous regardent. Ouais. Et c'est juste, certaines salles sont absolument impressionnantes. Elles sont juste immenses. Avec des écrans par centaines et t'as tous les matchs de tennis. Si tu aimes les paris sportifs, ça peut être sympa. Ouais. Et ça peut être aussi très dangereux. Et ça peut être très dangereux. Donc, attention, toujours. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas battre le casino. Ça c'est. Jouez pour le fun. Jouez pour vous amuser. Et vous pouvez pas battre les paris sportifs non plus, d'ailleurs. À propos du Vegas, pour les joueurs amateurs qui vont pas forcément jouer des 1000, des 1500, des $2000, etc. On m'a toujours dit dans le vieux Vegas, il y a tout le temps des $60, des $100, $150 avec des structures pas forcément toujours affreuses. Vous conseillez, vous déconseillez, vous validez pas? Alors moi je pense particulièrement au Golden Nuggets qui fait des séries tous les ans pendant les WSOP où vraiment c'est très réputé pour la structure et l'environnement. Voilà, si vous avez des petits budgets, le Downtown va vous proposer une offre qui est beaucoup plus intéressante que celle du Strip où un tournoi en dessous de $1000 c'est extrêmement rare sauf le matin à 11h, c'est des petits tournois, des petits fields. Allez au Downtown, vous allez avoir des fields avec des centaines de joueurs. Par contre pour un peu plus de ça c'est en $200, $300. Des tournois à 60 ou $80, c'est quand même, en tout cas je crois, plutôt rare parce qu'il faut payer le personnel. C'est plutôt légendaire. C'est plutôt légendaire, mais par contre c'est vrai que pour les gens qui sont un petit peu plus serrés au niveau de la bankroll ou alors qui veulent juste s'amuser et vivre finalement un tournoi sans dépenser trop, au Downtown vous allez trouver votre bonheur. Et au niveau du cash game, là justement, il y a de la 1-1, de la 1-2, de la 1-3, il y a quoi là À Vegas, ça démarre en 1-2. Il y a une époque où il y avait de la 0-5-1 ou de la 1-1. Je crois que c'est 1-3 maintenant. C'est 1-3 maintenant Je crois. Hein. Ouais. Il y a la plupart des casinos, c'est 1-3, mais il me semble qu'il y a encore quelques casinos qui proposent t'as certainement raison. À vérifier. Peut-être Excalibur au Golden Nugget, ils ont une table de petite limite sur laquelle, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a encore pas longtemps en arrière, ils n'avaient pas de limite de buy-in. Donc tu peux venir jouer, je crois que c'était de la 2-2 ou de la 1-2, ça doit être la 1-2, à vérifier. Et poser $10 000 Exactement, ouais. Et donc voilà, pour celui qui veut se faire un kiff ou faire croire qu'il monte des jetons en cash game, tu vois. C'est rigolo, je sais pas. C'est pas là-bas, il fait une petite photo, il repart, on en connaît. Oui, c'est clair. Et donc je crois que... Alors, là les gars, alors là, je vous ai pas expliqué. Une private joke, il a mis un tir à des joueurs, je sais pas encore lesquels, mais Juju il sait de qui il parle. Non, pas forcément. Pas forcément des joueurs connus. Si, il a snap, Juju, il a snap. Vous m'aurez pas les gars. Moi. Mais en tout cas, oui, il y a énormément d'offres, c'est ça qui est extraordinaire, tu vois. En France, il y a énormément de casinos qui démarrent en 2-4, voire même des fois elles tournent de plus en plus en 5-5. Voilà. Et c'est vrai que pour des petites bankrolls, on est tout de suite en termes de gestion de bankroll, ça peut être embêtant. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire de proposer des petites limites comme ça. Et celui qui veut aller jouer avec une petite bankroll, allons-y quoi. Et les couvreurs à Vegas qui n'ont pas forcément toujours des gros budgets, ainsi de suite, tu les retrouves souvent sur ces petites bankrolls, ils se font plaisir et c'est extraordinaire. C'est bien. Enfin, ces petites bankrolls, ces petites limites. Oui, c'est limite. Là, je commençais à regarder les différents programmes. Je regarde sur Poker Shuttle, moi.
Tu sais, ils mettent petit à petit, ils mettent tout le programme, quoi. Tu vois, mais je sais qu'il y a un autre site. Bah, en fait, il y a des Français qui publient tous les ans un calendrier avec toutes les limites et Ouais, ça, surtout c'est- ça, ils notent Ouais. les tournois. C'est très bien Salette, réalisé, d'ailleurs. C'est Salette, super, ça. c'est Salette Ouais, et, il fait ça, et ouais. Rico. Ouais. J'ai vu aussi. Et on va parler un petit peu de ce que tu affectionnes. C'est-à-dire que moi, évidemment, Les restaurants alors oui, mais ça se voit plus chez moi que j'affectionne les restaurants. Non, c'est que j'ai commencé. Moi, j'ai fait mon programme. Il y a 99,9% de PLO, t'imagines. Au niveau de ceux qui aiment les variantes, justement, Juju, tu conseilles quoi? Est-ce qu'il y a alors au double, évidemment pas au niveau auquel toi tu vas jouer, mais est-ce qu'il y a des $500, des $1000, des casinos qui te parlent, ou tu conseilles aux gens qui aiment la variante d'aller jouer un peu? Alors, pour le coup, je sais pas vraiment ce qui se passe sur la scène Low Stakes à Vegas en variante. Je crois qu'il y a une game au Bellagio qui tourne pendant les WSOP en $20-40, donc c'est déjà voilà. Ouais, on là, j'ai swing, déjà perdu les 3/4 du public. je C'est pense. du low stakes C'est- pour Julien. C'est du low mais- stakes. c'est du en miss game malheureusement. C'est très difficile de trouver des tables en tout ça. Ah, en mais, vo- non, mais c'était ça ma question. Voilà. Il y aura rarement moins cher que ça si on veut commencer à jouer. À ma des- connaissance, il n'y a pas de table. Peut-être que quelqu'un trouvera et donc du coup, bah, dites-nous dans les commentaires ou quoi. Mais Peut-être au Exactement. Casino Orleans, non C'est- qui est c'est réputé possible. pour des petites. et d'ailleurs, il y a une blague entre nous où on dit que quand un joueur est broke et Il dead, part jouer à l'Orléans. il part jouer à l'Orleans. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Ok, on a Mais l'adresse. si si vous adorez les variantes comme moi et que vous avez les moyens, jouer un tournoi des WSOP. Il y a notamment un 9 Games, je crois que c'est un C'est un 1500 9 maintenant 9 ouais. Games d'accord. qui est là cette année. Il y a également un Badougi. Enfin bon, il y a tout. Par contre, il faudra compter au moins $1500. Mais par contre, vous allez avoir un souvenir à vie, quoi. Vraiment un souvenir à vie. Faites des économies et jouez-les parce que c'est top. Vraiment, c'est le pied. Il y a Monsieur Grégory Chauchon qui a beaucoup travaillé à ce que maintenant les WSOP soient plus accessibles. Il y a un $400, il me semble. Il y a le $600 Colossus, c'est ça. Il y a un 770, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même 4-5 tournois qui deviennent accessibles. Est-ce que vous conseillez aux gens qui vont à Vegas entre guillemets, de se le faire, ce kiff-là? Est-ce qu'il faut, quand on va à Vegas pendant cette période-là, est-ce qu'il faut se le faire, ce tournoi WSOP? Alors, jouer un WSOP, c'est le rêve de tout le monde. Et si c'est votre rêve, faites-le. En revanche, ça va être les pires structures possibles. Parce que en fait, bah voilà, il va y avoir des dizaines de milliers de joueurs sur ces buy-in-là, et du coup, bah il faut faire de la place. Je veux dire, faut pas se leurrer. Un tournoi à $3000 va avoir une beaucoup plus belle structure qu'un tournoi à $600 ou à $400. Donc, si c'est vraiment kiff WSOP, faites-les. Par contre, si vous voulez jouer au poker, avoir une belle structure, faites plutôt quelque chose d'une autre marque dans un autre casino. Mais vous n'avez aucune chance de gagner un bracelet, ce qui est le rêve de tout joueur. Donc oui, voilà. c'est ça, parce que il y a du pour et du contre. J'ai commencé à faire le programme. Donc moi en PLO, il n'y a pas non plus 40 tournois pendant les WSOP. Entre 1000 tu vois, et 3000, quoi. Je vais pas aller jouer le 10 000, etc. Donc je crois qu'il y en a 5-6 que j'ai programmé. Après, j'ai vu qu'au Golden Nuggets, il y avait quelques petits tournois PLO sympas, $300-600, Bounty et tout, ça c'est rigolo. Et l'Aria, moi j'ai vu le programme de l'Aria là. Je vous conseille, si vous voulez vous faire des petits kiffs, il y a tous les jours, bon, ça c'est hallucinant, il y a un $600 tous les jours, $100 000 garantis. D'accord. Pas mal, Ok. et structure Pas correcte, 30 minutes, tu vois, tous les niveaux, bon. Donc moi je peux vous conseiller ça. Moi j'irai parce qu'un jour sur deux ils font PL1, un jour sur deux ils font No Limit Hold'em, plus 2-3 Ok. variantes où je comprends rien. D'ailleurs un jour il faudra que tu m'expliques ce que c'est le Big O. Alors le Bigo, c'est de l'Oma 8, mais avec 5 cartes et en pot limit. Ok. Alors, c'est du PLO Voilà, merci. avec 5 cartes et on joue le high et le low. Ah d'accord. C'est du PLO 5 et on joue le high et le low. Voilà. Ah, mais c'est rigolo ça. C'est mon explication la plus simple. Ouais mais c'est pas mal ça. Et Ouais, c'est généralement, super. il y a un cap, ouais. En cash game, en tout cas, il y a un Ouais, cap à un 60 big blind ou 50 big blind, peu importe. On ça dépend de la structure. est d'accord que là faut que je m'entraîne là, si je veux aller jouer ça. Faut que je me fasse une monumentale là, non? Alors, As-3, c'est pas bon. Ouais. Et As-As, c'est beaucoup mieux que As-2, mais c'est quand même de la merde. Ok, eh bien écoutez, on ira faire du PLO 4, ce sera bien. Et d'ailleurs, il n'y a aucun tournoi de PLO 5, j'étais très étonné. Alors que par exemple, Circus Belgique, il y a des tournois de PLO 5. On les embrasse. Allez à Namur. On était avec Fab, très beau casino. Très beau casino Namur, ouais, vraiment super. Et cet hôtel.
Et c'est extraordinaire. Allez-y à Namur, on est bien reçus, ouais, nos on amis est bien belges. reçus. Vous demandez Monsieur De Bruyne, voilà. Vous serez confort. On fait même pas de pub. Non, on n'est pas payé pour ça. D'ailleurs, payez-nous. Voilà. Tiens, petite remarque pour rebondir sur ce qu'a dit Julien. Un de mes kiffs à Vegas, c'était, c'est pour ça que je savais pas que maintenant ils avaient passé un tournoi en 9 games, c'était de faire le tournoi de 10 games ou 8 games. J'ai joué du 10 et du 8 là-bas. C'était des tournois à $1 500, donc à buy-in abordable. Enfin, abordable, oui, qui étaient des petits buy-in. Voilà. Et ça, franchement, c'est un kiff monstrueux. T'as une belle structure magnifique sur des niveaux d'1 heure. Ça fait partie de mes plus beaux résultats, plus beaux kiffs, on va dire. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que forcément, quand tu joues autant de variantes, bah, tu vas pas forcément être au top dans toutes les variantes. Tu vas pas tout maîtriser. Mais c'est le niveau général. Et quelque part, tu retrouves le kiff d'être un petit peu, tu vois, comment dire, outsider ou noob dans certaines variantes. Il y a certaines variantes que je joue très peu tout au long de l'année. Je vais à Vegas, je joue ça, tu vois. Et c'est un kiff, mais monstrueux, quoi. Donc il a totalement raison. Et puis on est d'accord que j'ai toujours l'impression que dans l'imaginaire, le 50K Championship, là, en 8 ou 9... C'est 9 jeux, ouais. 9 jeux, c'est un peu le Saint Graal, quoi, pour les joueurs pro, j'ai l'impression. C'est considéré comme le tournoi le plus difficile. C'est dur. C'est dur. Toi, c'est un peu de tes... C'est coché en mode but... J'adorerais le gagner un jour dans ma vie et je changerais volontiers mes 4 bracelets contre celui-là, ouais. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Ah ouais. On est d'accord. Que celui-là? Oui. Que celui-là. Juste un, c'est celui-là. Ok. C'est le Graal. Bon, les amis, pour finir, c'était hyper intéressant. La dernière question, c'est... qu'est-ce qu'on n'imagine pas à Vegas? Qu'est-ce que les gens qui nous regardent à Vegas n'imaginent pas et que vous avez envie de leur dire sur, j'en sais rien, un très bon côté, un très mauvais côté, un truc que vous avez vécu, un truc que vous avez vu que vous ne pensiez jamais retrouver là-bas. Si je vous dis ça, qu'est-ce qu'on ignore sur Vegas et que vous aimeriez dire? Par exemple, moi, là où j'ai été, je ne savais pas, c'est Sab, ma réalisatrice qui a fait Pour la gloire, qui quand elle a réalisé là-bas, elle m'a dit ce qui est étonnant à Vegas, c'est que moi qui aime bien les restaurants, elle m'a dit tu as vraiment certains des meilleurs restaurants du monde, mais plusieurs, quoi. Ils sont là-bas. Entre autres, elle a été invitée par un ami à elle, que je ne nommerai pas, mais à qui je fais la bise, qui avait invité chez un japonais où il y a 10 places, tu sais, tous les 3 soirs, il fait venir, ça doit coûter une fortune, tu vois, mais des petits endroits comme ça, je ne soupçonnais pas, tu vois, que niveau gastronomique, c'était aussi haut, par exemple, tu vois. Est-ce que comme ça, vous avez quelque chose que vous avez vu à Vegas, vous dites... Julien, tu veux peut-être commencer le temps que je trouve une réponse? Bah en fait, oui, tu parlais de la nourriture et notamment de l'expérience de ton ami, mais je veux dire, au niveau de la nourriture, c'est juste incroyable. Et ça rentre aussi dans les tips, c'est que si vous sortez du strip, il y a en fait des restaurants très accessibles, très abordables, qui sont d'une qualité absolument incroyable. Donc oui, je dirais que ça c'est le petit j'aime caché. Mais sinon, dans les choses un petit peu qu'on s'attend pas, moi j'ai découvert récemment que notamment tu parlais de Red Rock Canyon, faire des randonnées là-bas, c'est génial. Et c'est à 15 minutes du strip, enfin 20 minutes du strip, que le Zion Park c'est à quelques heures, que prendre sa voiture pour aller au Grand Canyon et voir ça de ses propres yeux, c'est mieux que de prendre l'hélicoptère, que finalement faire des choses simples, ça nous fait tout autant kiffer la ville que de faire des choses très complexes ou alors hors de prix. Voilà, je pense que c'est mon avis. Ouais, totalement. Tiens, l'hélico, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. La première fois que je suis allé visiter le Grand Canyon, je l'ai fait en hélicoptère. Et ça coûte une blinde. 2, quand tu commences à partir dans l'hélico, que tu commences à tout survoler, le barrage et ainsi de suite, c'est extraordinaire. T'arrives là-bas et en fait, on est resté style 15-20 minutes. L'hélicoptère s'est posé, on a bu le champagne, on est reparti. Et là, j'ai fait waouh, ah ouais. Et donc je discute avec le pilote et je lui dis mais attendez, on repart déjà, c'est pas possible. Et le mec il fait si, nous on a des horaires respectés, on est reparti. Et en fait ce qui était supposé être extraordinaire, à ce moment-là... Alors j'ai l'expérience légèrement... Voilà, j'adore la nature et c'est vrai qu'il légèrement scamiche. Il a totalement raison, vous allez au Grand Canyon, profitez-en, passez vraiment l'après-midi complet, passez
profitez, vivez les choses. Et Vegas, je pense qu'un des plus gros regrets qu'on peut avoir avec Vegas, c'est partir à Vegas. Avec un budget, exploser son budget comme tu le disais, revenir, il n'y a pas pire que de revenir broke ou un truc comme ça, et en fait tu te rends compte que tu n'as rien vécu à part le poker, le gambling, et peu importe ce que tu as fait, les sorties en discothèque, mais en fait tu n'as pas profité de la ville et de ses extérieurs comme dit Jus. Or, franchement, le Nevada c'est extraordinaire au niveau naturel, il y a énormément de choses superbes à voir, c'est pas simplement un désert comme on l'imagine avec une ville dans le désert, non, il y a beaucoup de choses à visiter, ouais, clairement. Merci les amis d'avoir pris le temps. Mon ami, on te retrouve sur ton site de coaching, sur tes réseaux sociaux si on veut te retrouver. Oui, je suis discret, mais on me retrouve quand même. On te retrouve. Bien sûr. Si vous voulez vous faire coacher. Bon, Juju, on se voit à Vegas alors, hein, parce que tu auras le logo PMU. Le programme est chargé. Tu joues combien là? Tu peux nous dire un peu combien tu vas jouer grosso modo en bail, ce que ça représente? Toujours le dilemme, parce que pour un joueur de cash game, la période WSOP, c'est la période la plus c'est rentable. Parce qu'on est d'accord que là, c'est là où, entre guillemets, le plus de fiches à ton niveau. Je sais pas si ça existe ce mot-là, mais en tout cas, le moins de joueurs compétents qui vont venir se faire plaisir à tes tables. En juin dernier, j'ai fait mon plus beau mois de cash game de toute ma vie. Et tu peux donner une somme pour ça? C'est 7 chiffres, quoi. Donc c'est 7 chiffres. Ouais, c'est un petit 7 chiffres, mais c'était cool, tu vois. C'était un bon mois. C'est un petit 7 chiffres. Excusez-moi. Et par contre, c'est le dilemme avec éventuellement remporter un 5e bracelet. Ouais. Je sais que c'est un record qui va être un peu plus compliqué à aller chercher que 4, tu vois. Donc le petit, voilà, donc je suis un petit peu mitigé. L'an dernier, j'ai fait 10 tournois, enfin 12 tournois. Cette année, j'aimerais bien en faire plus. J'aimerais bien aller chercher le 5e bracelet, mais je pense qu'il va y avoir du cash game aussi. Là, dans ton rétro, t'as qui? Roger et il y a Elki, voilà, 2 et 2. Voilà. 2 et 2. Ouais, tu veux mettre un petit gap d'avance. Ça serait bien. On te retrouve avec PMU Poker, sur le vlog, suivez-nous avec Greg, à tout suivre. Sur Twitter notamment, sur Instagram également. Merci à tous, merci à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao.